Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de participer à votre grande journée de formation axée sur la transformation de notre métier commun d'auditeur et de pouvoir vous donner un aperçu de notre profession au Canada. Mon nom est Sophie Codieu, je suis française et canadienne au Québec depuis 20 ans. Ma formation s'est tout d'abord faite en France, à Neoma Business School, qui s'appelait à l'époque ESC Reims, et ensuite au Canada où je suis CPA auditrice, c'est-à-dire l'équivalent d'expert comptable et commissaire aux comptes. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Audrey Mercier, qui elle aussi est CPA auditrice, et également CFE, CFF et EEE, c'est-à-dire certifiée en matière de prévention de fraude et de litiges financiers. Audrey siège sur le Conseil des normes d'audit canadiennes, l'organisme responsable de la réglementation en matière d'audit et de services connexes au Canada. Audrey et moi travaillons toutes deux pour le cabinet Richter. Audrey est l'associée responsable du département de pratiques professionnelles du cabinet. Ce département est le gardien de la qualité de nos pratiques professionnelles chez Richter et de leur conformité vis-à-vis des instances locales et internationales. Avant d'aller plus loin, peut-être qu'il serait pertinent de faire quelques mots sur Richter pour vous situer. En fait, Richter est un cabinet indépendant d'expertise comptable qui a été créé à Montréal en 1926. Aujourd'hui, nous comptons 500 employés entre nos bureaux de Montréal et Toronto. Nous proposons des services comptables et d'audit, mais aussi des services de fiscalité et de consultation allant des services transactionnels aux services d'évaluation ou aux services de restructuration. En plus de tout ça, nous offrons en matière de fiscalité tous les aspects de la fiscalité canadienne, bien sûr, mais aussi les volets nécessaires en fiscalité américaine et internationale. Nos clients sont principalement des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs, dont les entreprises vont de la start-up à l'entreprise bien établie et mature. Nous travaillons auprès d'eux en équipe multidisciplinaire. Pour ce qui est de nos liens avec la France, nous avons développé un département spécialisé pour les sociétés internationales qui s'implantent au Canada et aux États-Unis. Nos clients y sont principalement des sociétés européennes et évidemment beaucoup des entreprises françaises. J'ai la responsabilité de développer ce bureau international qui travaille de façon très proche avec notre département de fiscalité. Nous aidons les entreprises françaises à s'établir ou à accroître leurs activités partout en Amérique du Nord en leur offrant des services adaptés à leurs besoins en matière de comptabilité et de fiscalité, et ce, tant au moment de leur implantation que plus tard dans leur développement. Notre rôle est vraiment d'accompagner ces sociétés françaises pour les aider à composer dans un écosystème différent sur les plans culturels, financiers, économiques, mais aussi pour appréhender des nouvelles réglementations qui peuvent parfois paraître complexes. Voilà pour ce que nous faisons. Mais Audrey, parlons plus spécifiquement de ce qu'est un CPA et de son rôle dans l'écosystème financier canadien. Et tout d'abord, que signifie CPA? Bien, CPA, en fait, ça veut dire comptable professionnel agréé, et c'est la licence qu'on obtient lorsqu'on désire œuvrer en comptabilité au Canada. Est-ce que le Canada a le même titre que les États-Unis? Parce qu'on y parle aussi de CPA. En fait, pas tout à fait. Aux États-Unis, on parle de Chartered Professional Accountants. C'est similaire à notre titre CPA, mais c'est sous la vigie d'une instance américaine, alors que notre titre de CPA est sous la vigie d'une instance canadienne. Et comment, alors, la profession de CPA est-elle organisée au Canada? Bien, en fait, au niveau national, on a un organisme qui s'appelle CPA Canada, qui s'assure d'avoir la vigie sur tout le volet des permis et des licences canadiennes. Il nous permet aussi, ou il nous donne aussi tout le volet normalisation. C'est eux qui établissent les normes au Canada, et ils s'occupent aussi des avancements stratégiques au niveau de la profession. Par la suite, on a des ordres provinciaux. Donc, chacune de nos provinces a son ordre qui, lui, s'assure de mettre en place, d'un point de vue opérationnel, toutes les décisions de CPA Canada, et qui offre aussi de l'aide à ses membres dans l'exercice de leur profession. Et est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, une idée du nombre de CPA au Canada, au Québec? Au Canada, on a 210 000 CPA sur une population d'environ 37 millions d'habitants. Au Québec, qui est la province où nous habitons, on est environ 35 000, et sur une population d'à peu près 7 millions là, de Québécois. En fait, chez nous, les rôles sont assez larges. On peut avoir autant des CPA qui travaillent en cabinet, mais on a aussi des CPA qui travaillent en entreprise, auprès du gouvernement ou même auprès des organismes à but non lucratif ou en enseignement. Donc finalement, dès qu'une personne veut travailler dans un domaine comptable, financier, elle obtient son titre de CPA. Tout
à fait, en fait. C'est la licence qui permet de vous identifier. Puis on a tout intérêt à l'avoir parce que ça nous donne accès à un éventail de postes et aussi à des postes supérieurs où cette licence-là est requise. Alors, en résumé, qu'est-ce qui caractérise le rôle du CPA? En fait, le CPA, c'est vraiment le gardien des chiffres. Hein. C'est lui qui est responsable de la validation ou de la préparation de ces chiffres-là. Il agit aussi beaucoup comme conseiller d'affaires. C'est lui qui accompagne le client à travers tout son cycle de vie personnel ou d'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des règles d'indépendance qui existent au Canada? Oui, en fait, c'est un très bon point, Sophie, parce que notre réalité est très différente de la réalité française. En fait, ici, les règles d'indépendance et de conflit d'intérêts sont beaucoup plus souples. À partir du moment où on travaille pour des sociétés privées, il est possible de faire à la fois des services d'audit, des missions de certification, tout en étant le conseiller d'affaires de notre client. Donc, ça nous permet un petit peu plus de liberté dans les services qu'on peut donner à nos clients. Je pense que nous avons maintenant bien compris ce que couvrait le titre de CPA. Tout à l'heure, quand nous nous sommes présentés, nous avons mentionné toutes les deux que nous étions CPA auditrices. Alors, quelle est la différence entre un CPA et un CPA auditeur? En fait, le CPA auditeur, c'est celui qui signe les états financiers. Donc, c'est lui qui participe à toutes les missions de certification. Ça correspond un petit peu à votre commissaire aux comptes en France. Le CPA tout court, lui, va souvent agir dans les entreprises, en milieu de fonction publique ou encore peut être fiscaliste ou offrir d'autres services connexes. Et si l'on focus plus spécifiquement sur l'audit et pour aborder plus spécifiquement des points en lien avec l'adoption de la loi Pacte, l'adoption récente en France, quelles sont les obligations pour les entreprises canadiennes de faire appel ou pas à un CPA et est-ce que la notion d'audit légal existe au Canada? Non, il n'y a pas d'audit statutaire au Canada. C'est quelque chose qui nous distingue un peu du domaine européen. Chez nous, en fait, le fait d'avoir ou pas un audit dépend du fait que la société soit cotée ou pas. Les sociétés cotées ont une obligation réglementaire d'avoir un audit. Pour ce qui est de nos sociétés privées, c'est en fait au choix de l'utilisateur des états financiers. Donc, ça va être à la demande du financier ou de la banque, ou encore d'un actionnaire ou d'un investisseur qu'on va faire un audit. Il n'y a aucune obligation. Pas de seuil à atteindre et non plus pas de statut juridique. C'est vraiment une fonction de la demande d'un utilisateur. Donc, ça change la donne pour nous. Oui, absolument, de façon très claire. Et peux-tu nous décrire les 3 types de rapports les plus courants sur les états financiers au Canada? Oui, tout à fait. En fait, on a 3 types, l'audit, la mission d'examen et la compilation. Commençons par l'audit. L'audit, en fait, c'est une mission où on va avoir une opinion qui va être donnée. Nos audits au Canada sont préparés en vertu des normes d'audit canadiennes. Nos normes d'audit canadiennes sont à presque 99 % identiques à vos normes internationales. Donc, c'est un service là, qui ressemble beaucoup au service que vous auriez en France. On a quand même 40 % à peu près de nos missions de certification qui vont être des audits. Ça va être souvent à la demande soit de la banque ou du financier ou d'un actionnaire minoritaire, d'un investisseur institutionnel ou d'un investisseur ange qui ont besoin de l'assurance qu'apporte l'audit. Notre deuxième mission de certification, c'est la mission d'examen. Ça, c'est une mission qui est quand même très canadienne. En fait, ça s'apparente aux missions d'examen qui existent à l'international, mais chez nous, on a une norme qui est spécifique au Canada. C'est très populaire parce que ça permet l'accompagnement du CPA d'une manière différente et on donne quand même un certain niveau d'assurance. Chez nous, on parle d'opinion négative. Donc, on vient dire, en fait, valider la plausibilité de l'information financière, puis on vient dire qu'on n'a rien identifié qui nous laisserait porter à croire que les états financiers sont erronés. D'accord. Ça représente là, le reste de nos missions de certification, donc environ 60 %. Notre troisième mission, qui est la mission de compilation, ce n'est pas une mission de certification. C'est ce qu'on appelle aussi l'avis au lecteur, c'est bien ça? Tout à fait. C'est un avis au lecteur. Donc, dans une mission de compilation, comme le nom l'indique, on fait la compilation des données financières et on prépare un état financier. Et en fait, ça donne un état financier avec le fameux avis au lecteur dans le milieu où on vient expliquer un petit peu ce qu'on a fait et dire qu'on n'a pas eu d'opinion. C'est une mission qui nous permet vraiment d'apporter un accompagnement à la société en l'aidant dans sa comptabilité. Elle peut être adjointe de tenue de livre ou adjointe de la préparation des écritures d'ajustement ou encore être faite par elle-même avec une déclaration fiscale. Donc, c'est une mission qui est très flexible et qui nous permet d'avoir une intervention continue auprès de notre client. C'est assez populaire pour les petites sociétés au Canada qui n'ont pas nécessairement besoin d'assurance, donc pas
d'audit ou de mission d'examen, mais qui ont tout de même besoin d'avoir un papier officiel. Et de l'aide à monter leurs états financiers, à préparer leurs états financiers. Tout à fait. Ça nous permet de démontrer notre expertise comptable sans pour autant donner d'opinion. Donc, pour que l'on comprenne bien, la mission d'examen et l'audit sont des activités de certification avec l'émission d'une opinion, tandis que l'avis au lecteur ou la mission de compilation n'aboutit pas à l'émission d'une opinion. Tout à fait. Un autre point à retenir, pas d'audit légal au Canada. C'est un point important pour les sociétés privées, bien sûr. Et puis, ce qui est également à retenir, c'est que finalement, nous n'avons qu'une seule profession, la profession de CPA, qui couvre à la fois le volet audit et le volet expertise comptable. Exactement. Au-delà des types de rapports sur les états financiers dont tu viens de parler, donc audit, mission d'examen, avis au lecteur, le CPA peut intervenir dans de très nombreux types de rapports spéciaux ou des attestations. Peux-tu nous présenter les principales catégories de ces rapports et aussi nous donner des exemples concrets? Tout à fait. Effectivement, Sophie, on a vraiment tout un monde d'attestations et de rapports qui ont été créés, en partie parce qu'on n'a pas d'audit statutaire, donc c'est une façon pour nous de communiquer une certaine assurance sur de l'information. Ça va d'un audit d'état financier isolé ou de postes spécifiques qui pourrait, par exemple, avoir lieu dans le contexte d'une acquisition d'entreprise, où on pourrait avoir un bilan de clôture ou un bilan d'ouverture ou le calcul d'un fonds de roulement. Par la suite, on va faire aussi beaucoup de missions de conformité par rapport à des ententes. Donc, on pourrait valider le calcul de ratios financiers. On pourrait aussi, dans le contexte d'un bail, vérifier les frais d'exploitation qui vont être rechargés aux preneurs. On fait aussi toutes sortes de rapports dérivés d'informations financières comme valider des quotas ou différents autres types de calculs de subventions. On utilise aussi beaucoup les procédures convenues. Ça, c'est la liste détaillée de procédures qu'on va s'entendre avec le client ou avec l'utilisateur de l'information pour développer, là, qui est quand même beaucoup utilisée ici. Puis, on offre aussi des attestations qui sont sur de l'information non financière. Par exemple, on fait beaucoup de rapports au niveau des contrôles internes et aussi des contrôles informatiques. Là. De plus en plus au Canada, les risques informatiques, c'est vraiment quelque chose qui inquiète les gens. Donc, il y a plein de rapports qui existent maintenant pour adresser les problèmes de cybersécurité et d'autres enjeux informatiques. On a aussi développé avec le temps toutes sortes d'attestations aussi de nature environnementale. Par exemple, on a une certification pour l'audit des bilans des gaz à effet de serre. Puis ce type d'audit-là, on la ferait évidemment en partenariat avec un scientifique ou un spécialiste, dépendamment du domaine qu'on fait. Donc, il peut y avoir des rapports conjoints entre différents experts. Tout à fait. Où on travaille un CPA avec un non-CPA qui est spécialiste dans son domaine. Et sur quelles normes tous ces rapports se basent-ils essentiellement? C'est une bonne question parce que c'est assez diversifié. Et où il y avait des rapports à l'international, on a utilisé la norme internationale. Par exemple, dans le cas des procédures convenues, on utilise le Service Connex 4400 préparé par l'IASB. Par contre, il y a des endroits où on n'utilise pas des rapports internationaux. On s'est beaucoup fié, par exemple, au niveau des contrôle interne puis de la cybersécurité sur les rapports américains qui répondaient mieux à nos besoins. Donc, on s'est aussi inspiré de ça pour ces normes-là. Puis finalement, il y a un certain nombre de rapports qui sont vraiment des rapports canadiens qu'on a inventés pour nos besoins et qui sont émis en vertu des normes canadiennes. D'accord, très intéressant. Donc finalement, quels que soient les rapports émis par le CPA, on peut voir qu'il est toujours le gardien de la qualité de l'information, qu'elle soit financière, qu'elle ne soit pas financière, pour apporter le niveau de confiance requis aux utilisateurs de ces informations. Effectivement. Alors, pour conclure et pour boucler la boucle, parce qu'il est aujourd'hui principalement question de changement, de transformation, j'aimerais vraiment, Audrey, que tu nous dises quelques mots sur ta vision de l'évolution de notre profession dans les mois, dans les années à venir, que ce soit en termes d'outils ou que ce soit en termes du rôle du CPA. En termes d'outils, on a quand même des belles choses qui s'en viennent. On travaille beaucoup sur l'automatisation des processus, que ce soit des processus comptables, tout comme les processus d'audit. On travaille beaucoup aussi avec l'intelligence artificielle dans le but d'essayer de développer différentes validations et autres types de services qu'on pourrait dériver de ça. Donc, c'est certainement des outils qui nous intéressent. On est aussi très à l'affût des nouvelles technologies informatiques comptables comme le blockchain ou les crypto-monnaies qui vont vraiment amener un changement dans notre procession au quotidien.
Au Canada, là, en raison de la pénurie de main-d'œuvre en comptabilité, c'est certain qu'on compte beaucoup sur ces éléments technologiques pour venir nous aider à faire plus avec moins. Donc, espérons que ça fonctionnera. C'est sûr qu'il reste un certain stress, hein, parce qu'on se demande si les états financiers tels qu'on les connaît aujourd'hui vont encore exister. Par contre, personnellement, je pense que le CPA va toujours avoir un rôle à jouer dans la protection des données, dans établir la confiance et la gouvernance des informations financières et aussi aider dans leur utilisation avec la prise de décision. Autant que possible, même si ce ne sera peut-être pas des états financiers, le CPA va rester responsable de fournir l'assurance nécessaire pour l'intégrité des modèles qui seront utilisés pour développer cette information financière-là et aussi de traiter et de gérer les biais qui sont liés à la conception de ces modèles-là. Donc, je pense qu'il va vraiment avoir un rôle pour le CPA pour donner le niveau de confiance, d'assurance et de confort qui est nécessaire à ce type de mission. On va vraiment chercher de la valeur ajoutée par ce processus-là. Donc, je pense que dans les prochaines années, il va falloir utiliser notre capacité d'adaptation, notre curiosité, notre créativité pour réinventer un petit peu notre rôle et utiliser notre jugement professionnel de manière différente dans ce contexte-là. Bon, ben, c'est très intéressant, très positif aussi. Donc, on peut dire que la profession, finalement, n'a pas fini d'évoluer et que, surtout, en s'adaptant, ben, elle a de très belles années devant elle. Tout à fait. Alors, merci Audrey. Bien, merci. Puis avant de quitter, je pense que souhaitons bonne chance à nos collègues français dans leurs propres efforts de transformation. Donc, au plaisir. Merci.